Monsieur Guillard, je vous en prie. Merci Monsieur Montesepos. Bonsoir mes chers collègues. J'interviens sur la charte qualité logement neuf. C'est une charte qui m'interpelle en l'occurrence puisque je n'ai pas remarqué un aspect particulièrement contraignant sur cette charte. Alors j'ai bien compris qu'il s'agissait d'un premier jet et qu'elle est susceptible d'évoluer, mais au regard déjà des certaines réglementations qui existent sur la construction de logements neufs, je pense par exemple à la RT 2012, à la RE 2020 dont vous faites d'ailleurs référence dans cette charte. Quel est l'apport, autre que la communication, que cette charte qualité logement neuf, ou alors éventuellement avoir des aspects que j'ai trouvés un peu superficiels, c'est du type agencement. Mais je rappelle, normalement, les chartes existantes, ou en tout cas les réglementations existantes, normalement sont déjà suffisamment c'est déjà suffisante en matière de création de logements neufs. D'autant plus que c'est une charte qui, à nos yeux, apparaît un peu tard, puisqu'on a déjà pu constater une certaine densification forcenée sur la ville, et que d'un coup d'un seul donc, apparaît cette charte, alors qu'on a pu voir des quartiers particulièrement densifiés. Je pense bien évidemment aux Danières ou au quartier Grésillon. D'ailleurs, quid, puisqu'on parle de logement, est-ce que vous envisagez, est-ce qu'il pourrait être envisageable d'avoir une charte qualité aussi pour le logement ancien ? Le logement ancien, lui, pour le coup, je n'y vois pas référence. Et pour autant, c'est un parc qui a besoin justement d'être accompagné en matière de rénovation énergétique. On voit suffisamment de passoires énergétiques dans le logement social ou dans le logement ancien tout court pour que notre œil d'élu, l'action publique puisse s'intéresser justement à ce parc-là. Donc voilà, mes deux questions, ma première réflexion, c'était justement que justement cette charte qualité logement neuf m'apparaît un peu cosmétique pour le coup, et quid justement des actions que nous pourrions mener sur le logement ancien sur le territoire communal. Je vous remercie. Très bien. Alors, je vais répondre aux deux interventions. Je vais commencer, si vous voulez bien, Monsieur Guillard, par la question des logements dits anciens. Avec l'aide du territoire Boucle Nord de Seine, on a mis en place des guichets uniques avec l'intervention de Solila qui permettent de diriger tous les habitants qui ont des besoins de rénovation pour aller chercher les aides, les subventions, les conseils techniques nécessaires pour la rénovation, notamment thermique, de leur habitat. On a aussi développé, et ça c'est sous l'égide de notre direction du logement, un grand nombre d'éléments de rénovation avec les bailleurs sociaux. Et vous verrez quand on le présentera, puisque ça sera présenté un jour en conseil municipal, notamment dans le nouveau programme de rénovation urbaine, où un grand nombre de logements, alors il y aura des logements qui seront défaits, ça c'est des démolitions indispensables, mais un grand nombre de logements vont être aussi réhabilités au sens à la fois confort thermique, etc. Et on se place aussi aujourd'hui dans une perspective de travailler peut-être avec d'autres villes pour faire une masse suffisante, pour voir si on peut faire comme Argenteuil l'a fait récemment pour 3500 logements, c'est-à-dire faire un hors-code, c'est-à-dire une opération de rénovation des copropriétés dégradées, en allant chercher auprès de l'ANA un grand nombre de subventions pour aider ces propriétés qui souvent sont financièrement fragiles à rénover le bâti et notamment faire les isolations thermiques absolument indispensables. Aujourd'hui, en plus, avec l'inflation absolument extravagante du coût de l'énergie. Donc voilà pour ce qui concerne le logement ancien. Donc il est pas oublié, le logement ancien. Il ne fait pas l'objet d'une charte au sens du logement neuf, mais il est bien dans nos préoccupations. Ensuite, concernant la charte du logement neuf, en préalable, puisque vous avez pris un exemple sur une ville à côté, il ne vous échappera pas qu'entre Nanterre et nous, il y a une grande différence. Une très grande différence. On n'est pas du tout sur la même politique que Nanterre. Voilà. Et ça, on l'assume.
On n'est pas sur la même ligne politique que Gennevilliers, et ça, on l'assume. Et ce qui fait des différences, effectivement, dans l'approche des choses concernant les logements. Et notamment, ou Bagneux, par exemple, pour en prendre une autre, sur des questions de prix, etc. C'est pas du tout notre ligne politique, et ça, on assume d'avoir cette différence politique avec Nanterre, avec Gennevilliers et avec Bagneux. Alors, en ce qui concerne cette charte, vous posez la question de savoir pourquoi maintenant et pas plus tôt. Eh bien, de toute façon, la réponse est la suivante. Quand on a été réélu en 2020, pleine période Covid, donc les services n'ont pas pu travailler, je dirais, autant que nécessaire sur un certain nombre de sujets, mais on a lancé quand même l'initiative de cette charte, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais je vais d'abord vous dire comment nous avons travaillé. Au total, le service de l'urbanisme et de droit des sols étudie de l'ordre de, je vous fais une petite moyenne, mais entre 450 et 500 opérations par an, entre les permis un peu lourds et puis tout ce qu'on appelle les demandes particulières, travaux, amélioration de logement, rehaussement, ravalement, etc. Donc ce qui fait que sur la durée, on a eu le recensement et la possibilité de dialoguer avec 1300 pétitionnaires différents. Donc ce qui fait un échantillon très représentatif des différentes problématiques que les services ont pu rencontrer. Par ailleurs, et c'est très important de le souligner, on a aussi regardé avec attention, notre service juridique et nous, les motivations de recours, pour voir dans les recours, distinguer je dirais, le bon grain de livret, parce qu'il y a des recours qui peuvent être, je dirais, purement mercantiles de la part d'une personne. Par contre, il y a des recours qui sont intéressants à regarder en termes techniques. Donc ça aussi, ça a nourri notre réflexion. Et ce que nous nous sommes dit, c'est que, alors que pour les ZAC, les zones, je dirais, à construire, vous avez un architecte urbaniste qui définit avec l'aménageur un certain nombre de critères sur l'aménagement global d'une ZAC. On n'a pas les mêmes éléments pour ce qui concerne le diffus, c'est-à-dire en fait le tout venant. Donc, nous avons réfléchi à ça et nous sommes convenus que dans une démarche, alors quand on dit partenariale, c'est surtout parce que lorsque on peut dialoguer très en amont avec les porteurs de projets ou les promoteurs ou les projets individuels, on arrive à faire beaucoup plus de consensus et à faire avancer les choses sur l'évolution des permis et des projets qui sont proposés. Et donc, le premier objectif de cette charte, c'est la méthode. C'est la méthode. Avant de faire des chartes de 45 pages comme certains font, avec 50 critères qui, objectivement, ne sont pas suivis, parce que déjà une fiche d'instruction pour simplement respecter les règles légales du code de l'urbanisme, c'est une soixantaine de critères qu'il faut cocher, qu'il faut vérifier, hors charte. Donc les fiches d'instruction sont déjà très lourdes. Donc nous nous sommes engagés, nous, sur quelque chose qui est gérable et qui permet de travailler en amont avec les futurs constructeurs, les futurs porteurs de projets, sur quelques points qui sont très ciblés et qui sont mesurables facilement et qui pourront s'ajouter aux 60 et quelques critères de la fiche d'instruction. Comme on l'a dit, c'est évolutif, on va démarrer comme ça, on n'a pas l'ambition de dire que dès le premier coup, c'est parfait, mais au moins, ça a été travaillé aussi avec l'aide du Conseil d'architecture et d'aménagement urbain et d'environnement du département des Hauts-de-Seine, avec qui nous avons une convention d'utilisation de services conseils gratuits pour la ville. Et cet architecte conseil qui est mis à notre disposition a fait faire beaucoup de progrès à l'équipe, parce que c'est cet architecte conseil qui nous permet, face à un certain nombre de projets, d'avoir un dialogue, je dirais, de professionnel à professionnel. Nos instructeurs des services des sols ne sont pas architectes, ce sont des instructeurs du du droit des sols. Mais l'architecte de la CAUE nous permet, face aux collègues qui est en face, sur tel ou tel projet, d'appuyer un certain nombre de contre-arguments pour permettre de faire évoluer le projet. Je rappelle qu'en plus, dans le mot architecture, il y a le mot art, que donc quelque part, parfois, c'est un peu compliqué d'expliquer à un architecte que c'est pas exactement comme ça qu'on souhaiterait que l'immeuble soit réalisé. Et donc, cet architecte de la CUE nous aide au quotidien pour faire avancer un certain nombre de sujets. Et le fruit donc des 1300 pétitionnaires, plus les éléments qu'on a observés dans les actes, plus le travail avec l'architecte de la CUE,
nous a permis ensuite d'entamer un dialogue en face à face avec un certain nombre de promoteurs qui sont sur la ville ou qui sont hors ville, pour voir ce qu'on pourrait mettre dans une charte qui, je le rappelle, une charte, ça n'est pas un engagement juridique. C'est un engagement partenarial, mais ça n'est pas opposable dans un tribunal. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, le seul point qui peut être opposable dans un tribunal, c'est le droit des sols et c'est le code de l'urbanisme. Donc on est là plutôt dans un esprit effectivement de partenariat pour engager les gens à venir très en amont discuter des projets. Comme vous pouvez le distinguer également dans la charte, on demande à être consulté, au moins consulté, sur la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire en fait l'entreprise générale qui va être choisie. Parce que nous avons aujourd'hui une grande expérience des entreprises générales et on sait qu'il y en a certaines sur lesquelles le chantier va être très bien géré et d'autres sur lesquelles on a observé dans le passé des difficultés. C'est aussi à ça que ça nous sert, c'est-à-dire en termes de dialogue, de prévention avec les promoteurs. Enfin, juste un point. J'entends souvent le mot de densité, de logement, etc. Mais ceux qui prononcent ça, tournez-vous vers les différents gouvernements. Qui demande aujourd'hui aux villes, notamment aux villes de première couronne, de produire du logement? La DRIL. C'est pas André Mancipose, c'est la DRIL. Elle me demande non seulement de construire des logements sociaux, ce qui est tout à fait naturel, il faut qu'on respecte la loi SRU et on est engagé là-dedans et il n'y a pas de raison, je dirais, on n'a pas d'état d'âme ni d'idéologie politique contre ça. On veut tendre vers. Simplement, ça ne se construit pas comme ça. Et on ne peut pas faire que des logements sociaux. Il faut faire un équilibre. Et il se trouve qu'effectivement, le préfet encore récemment rencontré avec la directrice de la DRIL nous rappelait les obligations d'engagement de faire un centre de logement. Sur le territoire que j'ai l'honneur de présider pour encore quelques temps, l'objectif de 2900 logements par an est dépassé. On construit sur le territoire 3500 logements. Donc, on apporte quand même une contribution très significative. Et Asnières apporte sa contribution normale. Mais cette dite densité, elle n'est pas le fruit rêvé de ce qu'on souhaiterait faire dans l'idéal. C'est que nous sommes aujourd'hui en Île-de-France sommés de construire. Et si on ne construit pas, eh bien, je dirais, l'État a des moyens de contraindre les communes, soit pour celles qui ne sont pas tout à fait auto-SRU par le voie de la carence, comme on a pu le connaître à un moment donné, il faut sortir de ce genre de choses, soit par des dispositifs plus contraignants pour d'autres communes. Et donc, c'est bien cette nécessité-là à laquelle on répond. Alors, à l'intérieur de ça, ce qu'on essaye, c'est d'améliorer, je dirais, le dialogue entre les nouveaux bâtiments et les anciens bâtiments. C'est pas parfait? Sans doute. Sans doute. L'urbanisme est un art compliqué. En plus, c'est un art qui va nous entraîner sur des nombreuses années, et puis ce qui est construit est construit. C'est-à-dire, moi, une fois que c'est fait, on ne débâtit pas les choses. Donc cette charte, c'est un pas pour essayer de faire les choses plus en accord et plus en harmonie avec les professionnels du bâtiment. Et grâce à celle-ci, ce qu'on obtiendra, c'est que plutôt qu'ils arrivent avec un produit très finalisé sur lequel il est très difficile, après, s'il est parfaitement dans le cadre du PLU, on ne peut pas le refuser. Hein, on ne peut pas faire de la surenchère légale. Mais si par contre ils viennent nous voir en amont comme on le souhaite, on va pouvoir les inciter à plus travailler un certain nombre de choses, notamment en termes de développement durable. La 5e façade, qui trop souvent était considérée verte parce qu'il y avait des lichens ou des fougères dessus, on va aujourd'hui beaucoup plus travailler sur des vrais encorbellements permettant d'avoir une végétation. Vous parlez des eaux pluviales. Aujourd'hui, on travaille au plan technique à une récupération automatique des eaux pluviales et avec une remontée de pompe qui permet en fait une irrigation systématique de la végétalisation des immeubles. On a travaillé aussi avec des architectes spécialistes de la végétalisation des immeubles et également avec les promoteurs pour leur expliquer que lorsqu'ils laissent la liberté individuelle de l'entretien, je dirais de la verdure qu'ils mettent au moment où ils livrent le logement, c'est une bêtise parce que quelque part les particuliers ne sont pas assez soigneux. Et donc il faut absolument que dans le règlement de copropriété, et c'est maintenant, la charte on permet d'en discuter avec eux, que dans le règlement de copropriété, il prévoit toutes ces choses-là. Donc voilà l'état d'esprit. On ne prétend pas que cette charte, dans un premier temps, va être totalement parfaite. C'est un début de relation un peu différente avec la promotion. On aurait pu peut-être, Madame Picard, la sortir l'année dernière si le Covid ne nous avait pas, je dirais, un peu handicapé en termes de volume d'affaires, en termes de volume de travail.
mais elle est prête à être aujourd'hui engagée, et moi je suis prêt à la signer promoteur par promoteur, comme ça a été fait dans d'autres villes. Mais encore une fois, vous m'avez cité Nanterre, mais objectivement, j'assume parfaitement de ne pas être dans le même esprit de construction que M. Jarry, ça, que j'ai bien connu au département, que je respecte. Je veux dire, il est élu démocratiquement, il fait ce qu'il souhaite pour ses habitants, il a été élu pour ça. Nous, on n'est pas du tout sur la même ligne, et les constructions qu'il a lancées récemment, je dirais, en intensité, c'est pas du tout ça qu'on veut faire, on ne fera pas la politique de Nanterre à Asnières, c'est évident. En tout cas, il nous semble qu'on n'a pas été élu dans cet esprit-là. Voilà, excusez-moi pour la longueur de la réponse, mais la question était pertinente, mais en même temps longue, et donc j'ai essayé d'y répondre le plus honnêtement possible. Et permettez-moi de remercier, parce que les 1300 pétitionnaires dont on a analysé dans le détail les éléments pour essayer d'aboutir à ça, il y a eu un travail de fond qui a été fait par les services, qui ne sont pas très nombreux, et qui ont fait un travail de fond, dans la mesure où en plus ce sont des gens qui apprécient énormément leur métier. C'est un métier passionnant, l'urbanisme, mais c'est un métier aussi exigeant et qui nécessite de temps en temps, je dirais, une petite remise en question, et cette charte, c'est pour nous permettre de cette petite remise en question de travail avec les promoteurs, rien de moins, rien de plus.